Lancer l'enregistrement. Parfait. L'équipe FB5, si vous voulez vous installer pour la première présentation, vous aurez 3 minutes à présenter. Et à cause qu'on est assez serré pour le temps, il va falloir que je vous coupe un petit peu après 3 minutes si vous dépassez le temps. Et les juges auront 5 minutes à vous poser des questions après ça. Est-ce que je peux commencer par partager l'écran? Oui. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour et bienvenue au kiosque de l'équipe FB5, également nommé Crystal Notion. Nous sommes ravis de recevoir des juges afin d'évaluer notre concept de rapporteur d'ordre. Nous allons discuter du problème que nous devions résoudre pour notre client respecté, Daniel Deschamps. Nous discuterons également des exigences de base, donc ce qui était demandé, les solutions actuelles, et nous finirons avec une démonstration de notre concept physique. Le problème se caractérisait comme tel: concevoir pour le détective Daniel Deschamps un rapporteur d'angle simple, précis, cohérent et facile à utiliser pour la reconstruction des scènes de fusillade. Cet obstacle est d'une importance non négligeable lors des enquêtes se déroulant autour d'une scène de crime, puisque c'est un excellent indicateur servant à souligner les positions possibles du ou des tireurs en contexte. Connaître la position du tireur à un certain moment requiert la connaissance de la trajectoire suivie par la balle. Cette trajectoire est déterminée au point d'impact à l'aide d'un dispositif capable de mesurer deux angles, l'angle vertical et l'angle horizontal. Une tige est souvent implantée dans le mur pour faciliter la mesure. Notre client faisant la requête travaille au service de police d'Ottawa depuis 2000 et est spécialiste en reconstruction des scènes de fusillade. Il entreprend des enquêtes et a besoin de notre assistance pour concevoir ce rapporteur d'angle comme mentionné précédemment. Les solutions actuelles sont soit inefficaces en plein soleil ou spécifiquement les lasers, imprécises ou trop encombrantes à exécuter parce qu'elles demandent beaucoup de main-d'œuvre et de temps. Nous avons tiré cette conclusion suivante. En plus de concevoir un prototype qui fonctionne durant le jour, notre concept doit être maniable par une seule personne, préférablement avec une main pour avoir une bonne portabilité, incluant la possibilité de démonter le prototype si possible, ainsi qu'un niveau de précision acceptable. Ici, vous pouvez voir les différentes vues de notre prototype physique final. Il est à noter que nous n'avons pas pu finaliser le concept en raison de défaut de fonctionnement au Maker Store, l'endroit où nous avions assemblé le prototype. La machine à découpe laser n'a pas réussi à couper comme prévu un minuscule trou dans la plaque horizontale par lequel passerait la tige implantée dans le mur. Ce qui est différent avec notre concept par rapport aux autres, c'est le système de guidage en translation. Nous avons rajouté la possibilité de déplacer en translation la plaque pivotante pour la coller parallèlement à la tige dans le mur. Pour corriger l'erreur causée par le rayon de la paille dans le mur, il y a une règle ajustable qui va prendre compte de cette largeur et l'éliminer pour obtenir une mesure plus précise. Vous pouvez l'enlever si vous jugez que le rayon de la paille est négligeable. La parole va à notre collègue Bassel Naufal, qui va faire une démonstration de notre produit en action. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay, donc, voici notre produit. C'est 4 parties et je vais vous démontrer comment l'assembler. So, on peut juste le mettre comme ça. Ici, on peut l'insérer dedans. Avec notre plaque pivotante. Et donc, ici, c'est à la position initiale. Utilisez le plus. On peut le mesurer plusieurs différents angles.
Et si on veut une translation vers la droite ou la gauche, il faut juste faire comme ça, et on peut juste le bouger. OK. Merci, Pour, Mazel. Il va falloir que je te coupe là. Je donne le temps pour les questions pour le juge. OK. Ma première question, dans l'exemple que tu viens juste de démontrer, est-ce que la balle était dans un mur ou dans un plancher, par exemple? Et par exemple, imagine que la balle est à 8 pieds dans les airs. Comment est-ce que j'utilise dans un mur à 8 pieds? Comment que je peux utiliser ça à une main pour être capable d'ajuster? On a conçu le prototype pour qu'il soit facile à renverser et à utiliser dans les deux sens. Okay. Donc, comment est-ce qu'il se tient au mur? Ou est-ce que c'est que je le tiens avec une main et que je le... Comme est-ce qu'il y a besoin d'être sur une surface ou agripper au mur, ou est-ce que je le tiens dans une main et que je bouge l'autre avec mon autre main? On pourrait l'accoter au mur avec une main. Et si on a un tabouret, ce serait plus facile de le tenir à 8 pieds sur le mur. Mais on pourrait le tenir avec une ou deux mains puis faire la mesure dans ce cas-là. J'essaie juste de figurer, peut-être c'est moi, mais je comprends pas vraiment le problème à résoudre. Peut-être que tu pourrais le réexpliquer. Donc, essentiellement, tu essaies de déterminer l'angle de fusillade à une scène de crime. Donc, tu mettrais essentiellement ton prototype essentiellement où la balle a frappé le mur. Et là, tu essaies de déterminer l'origine de la balle. Donc, c'est pas vraiment clair où tu mets essentiellement l'instrument, comment est-ce que tu détermines essentiellement le point d'origine et le point de destination de la fusillade. Ouais, excusez-moi, il n'y avait pas assez de temps, fait que je n'ai pas pu expliquer en détail, mais dans le fond, pour trouver l'angle, il faut prendre une tige, il faut la mettre dans le point d'impact, et il faut prendre notre prototype et on mesure l'angle que la tige fait comme verticalement et horizontalement. Et dans notre shell, c'est ça. Donc, essentiellement, tu prends ton prototype et tu essaies de le bouger dans la salle où ton fusil aurait été, c'est ça? Pardon? Tu essaies de bouger ton prototype à l'endroit où que ton fusil aurait tiré la balle dans la direction. C'est ça que tu essaies de faire? Si vous voulez dire bouger la plaque pivotante, oui, on bouge la plaque pivotante pour prendre la mesure. Et il y a deux mesures à prendre qui sont prises de manière différente. On n'a pas pu vous montrer à cause du temps, mais c'est les mesures de l'angle vertical et horizontal. Peut-être tu peux prendre deux secondes pour nous montrer où est-ce que la tige est par rapport au... OK, par exemple, on va prendre un crayon comme une tige. Et ceci, comme si la tige est dans le mur, on a juste à insérer notre prototype sur, et on peut voir on peut mesurer ceci. Et si la tige est comme ici, on a juste à le glisser pour le mesurer. Ou si c'est sur un angle plus vers comme ça, on peut juste changer la plaque pivotante pour avoir une mesure d'angle précise. OK, donc vraiment, le coin est vraiment à la destination de la bullet. Donc, tu as ta tige qui sort du mur, puis là, tu mesures essentiellement l'angle de la tige qui sort. OK, je comprends. Ouais, exactement. Comme j'ai dit, il y a eu un défaut au MakerStore, donc on n'a pas pu couper le petit trou dans lequel la tige aurait passé. Donc là, ça paraît un peu étrange parce que c'est comme, il n'y a pas vraiment de point 0,0, mais on avait prévu ça, mais c'est hors de notre contrôle. OK, merci. On va passer à la prochaine équipe. FP7. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ma partenaire Isabelle et moi, on va vous présenter notre argumentaire pour notre dispositif de mesure d'angle. Donc, je vais commencer avec l'agenda de la présentation. Donc, moi, je vais vous parler de l'introduction, ensuite la définition du problème, puis les exigences de base du client. Ensuite, ma partenaire va faire la présentation et la démonstration de la solution. Je vais vous dire pourquoi notre solution est la meilleure, puis on va faire une conclusion. Donc, pour l'introduction, donc durant ce semestre, notre enseignant nous a présenté la tâche de créer un dispositif de mesure d'angle pour un client. Au début, ça nous semblait assez compliqué, on ne savait pas si on allait pouvoir réussir. Mais finalement, à l'aide des directions de l'enseignant, des rencontres avec le client, puis de ses demandes, on a réussi à créer un dispositif qui respecte les contraintes, puis dont on est assez fiers. Donc, pour la définition du problème, détective Daniel Deschamps, un spécialiste en reconstruction des scènes de fusillade, a besoin de calculer l'angle de tir d'une balle de fusil à l'aide d'un outil qui prend des mesures précises, qui est facile à manipuler, qui est solide, portable et qui peut être utilisé par une seule personne. Cet outil devrait être prêt avant le 1er avril 2021 et ne devrait pas dépasser le coût de 100 $. Alors, les exigences de base. Donc, le client, il avait 3 exigences principales, la précision, l'utilisation par une personne et les matériaux. Donc, par rapport à la précision, il voulait une marge d'erreur de moins de 5 degrés. Donc, nous, on a réussi à faire une marge d'erreur de moins de 2 degrés. Donc, on rentre dans les demandes. Ensuite, pour l'utilisation par une personne, le client voulait juste être capable de pouvoir utiliser le prototype par lui-même sans l'aide de coéquipiers. Donc, nous, on a décidé de faire un prototype qui est capable d'adhérer aux surfaces. Comme ça, on n'a pas besoin de le tenir quand on l'utilise. Puis, c'est plus facile de lire les mesures puis de placer la tige pour voir la balle. Ensuite, pour les matériaux, il voulait quelque chose d'assez solide. Donc, on a décidé de le faire en acier. C'est solide, ça résiste aux forces. Puis, l'acier, bien, ça attire les aimants aussi. Donc, c'est assez versatile. Donc, je vais donner la parole à ma coéquipière. Donc, pour le fonctionnement et la démonstration, si vous pouvez voir mon écran ici, j'ai la partie horizontale de l'outil qui est graduée de 0 à 180 degrés et la partie verticale qui est graduée de 0 à 90 degrés. Donc, on doit les attacher ensemble. Tu mets la tige filetée dans le boulon et tu fais juste tourner jusqu'à ce que... je vais juste le tourner sur surface facile. Tu fais juste tourner jusqu'à temps... vidéo? Oui, jusqu'à temps que ça soit assez serré pour que ça ne bouge plus, mais qu'il y a assez lousse que tu peux encore bouger de 0 à 180 degrés. Donc, tu fais juste de même. Comme ça va bien. Ensuite de ça, tu vas, comme vous pouvez voir en arrière, sur le bord, il y a des ventouses. Donc, c'est ça qui nous permet de l'adhérer aux surfaces. Donc, on va dire que ça ici, c'est notre trou. On va, avec l'ouverture ici, on va mettre le trou au 0 vertical et horizontal, juste s'assurer que c'est le même 0 pour ne pas jouer avec notre résultat. Donc, on va juste l'attacher à notre surface, s'assurer que c'est bien attaché. Puis ensuite de ça, on va prendre un niveau, le mettre en haut, juste s'assurer que c'est bien, elle est bien à niveau. Sinon, ça va jouer avec tes résultats. Tu peux aussi le mettre par ici, juste pour s'assurer que partout, c'est bel et bien à niveau. Ensuite, tu vas prendre ta tige, puis la rentrer dans le trou où il y a le trou. Puis, tu vas ajuster un rapporteur vertical en fonction de où est la tige, où est le trou. Donc, on va dire que ça pointe par ici. Tu vas attacher ton rapporteur vertical et la tige ensemble. Par la suite, tu prendras les photos en avant, d'en haut pour voir les angles. Donc, comme ici, on peut voir qu'à vertical, c'est 50 degrés et à l'horizontale, c'est à 40 degrés. Donc, tu peux le faire comme ça. C'est très simple, comme vous pouvez voir. Donc, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi notre solution. Donc, comme vous avez vu, c'est très simple à utiliser. Ça ne requiert aucune connaissance antérieure. Donc, si quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment comment utiliser la technologie ou des choses comme ça, si tu lui donnes 2-3 instructions, ils sont vraiment capables de l'utiliser. Merci, Isabelle. Il va falloir que je t'arrête là. C'est bon. Les juges? Finalement, le coût a été combien pour développer votre prototype? C'était à peu près comme 60 $. C'est juste comme quand on achetait genre la tige filetée ou bien comme la tige pour ça, comme tu achètes beaucoup de matériel, tu en utilises juste un peu, ça revient plus. Mais si tu étais pour faire comme plusieurs outils, ça reviendrait à moins. Ça, c'est à peu près 60 $. Mais on a encore comme beaucoup de matériel qui nous reste. Okay. Moi, je suis curieux à propos des... J'aime la façon que vous l'avez faite. Expliquer comment il va aller au mur. Je suis curieux à propos des ventouses. Comment... peux-tu expliquer comment il est collé au mur en ce moment, puis comment... est-ce qu'il peut tomber? C'est ça que je me demande. Oui, comme c'est certain que les ventouses sont réutilisables. Donc, tu peux les utiliser, mais à un certain point. À un certain point, il faudra que tu les changes. Comme ici, j'ai mon rouleau. Puis, j'ai testé comme combien de fois tu peux les utiliser avant que ça soit comme que tu puisses plus les utiliser. C'est après comme 5 fois.
Donc, c'est quand même comme idéal, mais en même temps, tu dois les changer parce qu'ils peuvent tomber. Et donc, c'est un rouleau adhésif un peu gommeux. C'est pas une succion avec une soucoupe. Non. OK. Non, et donc, ça fait partie de l'utilisation. Même si à chaque application, tu devais enlever l'avant-tout, mais c'est adhésif. Oui. Puis on a aussi utilisé comme j'ai essayé comme sur mon frigère, j'ai pris des aimants, je les ai collés, puis ça fonctionne bien aussi. So, comme vraiment, idéalement, tu peux utiliser n'importe quoi, dépendant de la surface comme tu travailles avec. Mm-hmm. Okay. Simon, je pense que tu es dans la mauvaise salle. Moi, j'avais une question, Isabelle. Tu avais mis un niveau dessus, mais une fois qu'il est collé au mur, comment est-ce que tu l'ajustes s'il n'est pas de niveau? Tu fais juste comme le décoller. En ce moment, il est très bien collé. Mais tu peux juste comme le décoller puis comme le bouger. Ou comme tu peux même, les ventouses comme bougent un peu, comme c'est bien collé, mais tu peux comme l'ajuster de côté à côté pour s'assurer que c'est bien collé. D'autres questions? Ouais. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine équipe. FB9, si vous êtes prêts. Oui, je vais juste partager mon écran. Ça dit que j'arrive pas à partager l'écran. Ça dit Host Disabled Participant Screen Sharing. Ça devrait fonctionner parce que la permission est donnée, puis les autres étudiants ils ont partagé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur ton équipe qui peut partager l'écran? Ça marche pas, oui, ça dit toujours la même chose. Je vais essayer de partager l'écran. C'est bon. Excusez-moi. Vous voyez mon écran? Oui. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes l'équipe FB9. Je m'appelle Keren et je représente l'équipe. Notre produit est l'Arduino Scale Pro. La présentation se déroulera comme suit. La problématique, le pourquoi résoudre ce problème, la description du produit final, ainsi que le produit qui est fait pour vous. Et donc, la problématique que notre client nous a énoncée est qu'il reconstitue les incidents des fusillades après la visite de scène de crime. Il existe déjà des méthodes utilisant le principe de la balistique pour mesurer l'angle de la trajectoire des balles. Ces méthodes nécessitent l'intervention d'une équipe et il y a différentes étapes avant qui vont perdre en précision. Donc, nous avons identifié le problème comme suit. À la quête de l'exactitude pour la collecte d'informations, la brigade cherche un outil qui est efficace, fiable, qui a une grande précision et qui mesure l'impact des balles, mais qui est aussi facile à transporter. Et donc, là, tel que vous pouvez le voir, nous avons conçu notre produit qui s'appelle l'Arduino Scale Pro. C'est un rapporteur qui combine un rapporteur horizontal et vertical. Et tout se passe sur l'Arduino. Nous avons un écran LCD qui permet d'afficher la mesure de l'angle sur le rapporteur horizontal et le mouvement du rapporteur vertical est celui qui aide parce qu'il y a un potentiomètre qui permet le mouvement du cerveau moteur et celui-ci varie entre 0 et 180 degrés, donc il permet la mesure de l'angle sur le rapporteur horizontal. Et pour le rapporteur vertical, il suffit d'insérer la tige au niveau de l'origine des deux rapporteurs pour pouvoir mesurer. Et comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons superposé les deux origines afin de garder la précision au maximum. Et donc, l'espace entre les deux demi-rapporteurs permet d'insérer cette tige. Et à la page suivante, vous pouvez voir un bref résumé de ce qu'est notre rapporteur. C'est un rapporteur d'angle conçu autour de l'Arduino, comme je vous ai bien dit, qui a une partie horizontale et une partie verticale. Et les angles sont mesurés par le biais d'un potentiomètre qui est connecté à un cerveau moteur. Et ceux-ci sont affichés sur un écran LCD.
Et là, c'est pour le rapporteur horizontal. Et pour le rapporteur vertical, ce sont des graduations qui permettent à la mesure de l'angle. Et ensuite, pourquoi ce produit est fait pour vous? Parce que c'est innovateur et simple. Nous utilisons des outils du quotidien, tels que le potentiomètre. Vous en servez sans doute dans votre voiture pour augmenter le volume. Et le servomoteur qui fait un balayage sur 0-180 degrés. Il est facile à transporter. La lecture est efficace et rapide grâce à l'écran LCD parce que tous les angles s'affichent dessus pour l'angle horizontal. Et pour les angles dans le plan vertical, vous avez les graduations. C'est léger parce que nous avons choisi l'acrylique 1/8, qui est un matériau relativement fin. Et il y a une grande précision, l'incertitude est inférieure à 1 degré. Donc là, il y aura une vidéo qui vous montre le principe. Nous avons eu un souci de dernière minute. Et aussi, j'aimerais préciser que pour l'alimentation, là, pour le moment, c'est connecté à un ordinateur, mais ensuite, ce sera une pile de 9 volts. Et puis, je tenais également à préciser que tous les câbles que vous voyez pourront être réduits à une seule puce. Donc, voilà. Pour la mesure des ondes horizontales, vous n'aurez qu'à mettre cette partie, soit sur votre mur, soit sur une voiture, sur la surface sur laquelle vous voulez mesurer l'angle. Ensuite, à l'aide de votre potentiomètre, vous n'aurez qu'à tourner nos deux demi-rapporteurs. La tige passera ici, la tige qui nous indiquera l'angle fixe passera ici. Et en tournant, vous pourrez obtenir l'angle que vous voulez pour la partie horizontale. Et évidemment, le potentiomètre fait tourner le servomoteur qui transmettra l'angle à notre LCD qui pourra afficher l'écran que vous recherchez. OK, merci beaucoup. Il va falloir que je vous arrête là. Je laisse la chance au juge de poser des questions. Je suis curieux de savoir c'est pourquoi la décision d'aller avec un mécanisme électronique versus quelque chose qui est plus low-tech. C'est quoi les avantages et les désavantages et comment avez-vous vraiment pris votre décision de ce côté-là? En fait, au départ, nous étions partis sur une idée plutôt manuelle. Nous avons voulu utiliser le magnétisme en utilisant une aiguille aimantée et utiliser des bagues à insérer sur la tige de manière à ce que le champ magnétique, avec les pôles, le jeu sur les pôles, attire la bague et l'aiguille et permette la mesure de l'angle. Sauf que nous avons remarqué que lorsqu'on a testé ce prototype-là, le champ magnétique n'était pas assez fort. Donc, nous avons opté pour la solution avec un Arduino. On est sûr que le seul problème peut être au niveau électronique et pas au niveau physique en tant que tel. C'est pour ça que nous avons opté pour un truc plutôt électronique. Plus de précision pour mesurer l'angle. Moi, ma question, ça va être comment donc, une fois de plus, je m'imagine, j'aime ton exemple d'un auto, par exemple. Comment est-ce que je vais faire certain de prendre le prototype? Comment est-ce que je le place sur l'auto pour qu'il reste au bon endroit? Normalement, il doit avoir un trépied, mais à cause de temps de livraison, on n'aurait pas à avoir le trépied là-bas. Okay. Mais donc, le prototype vient avec une base, par exemple, qui est capable de le supporter. Oui, c'est un trépied. On peut déposer le rapporteur dans le trépied. Oui, effectivement. Normalement, c'est comme un trépied qui est fixé au bas du rapporteur et qui est détachable. Donc, on peut le détacher pour le transporter puis le brancher pour faciliter la mesure. Okay. D'accord. Okay. Autre question? OK, merci beaucoup. Passez à la prochaine équipe. FB11. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Patrick qui disait que j'étais dans le mauvais breakout. Parfait. OK, un petit instant ici.
OK. Parfait. Vous voyez bien mon écran? Oui. Super. OK. Alors, salut tout le monde, chers membres du jury. Je suis sûr que vous voulez tous être dehors aujourd'hui, mais je vais juste prendre 3 minutes de votre temps. Alors, je m'appelle Simon, je représente aujourd'hui FB11 ou aussi appelé Forensic Measurement Solutions et je vous présente aujourd'hui notre projet qu'on a appelé GyroTrace. Alors, mon équipe est composée de Hawa Salamata Ndiaye, Danny, Johannes et évidemment moi-même. Alors, tout au long du dernier semestre, on a communiqué avec un client du poste de police d'Ottawa qui nous a amené un problème et on a pu faire une entrevue avec ce client et déterminer exactement du mieux qu'on pouvait à partir de 2 phrases le problème qu'on voulait résoudre. Alors, on a créé cet énoncé de problème que les spécialistes en reconstruction de scène de fusillade ont besoin d'un outil facile à transporter, à lire et à utiliser, qui soit capable de générer des mesures d'angle, de trajectoire très précises. Et il faudrait que cet outil soit durable, qu'il nécessite un seul opérateur et qu'il soit capable de mesurer les trous d'impact générés par des projectiles dont les diamètres varient entre 0,22 et 0,45 pouces, tout en gardant les trous de balle intacts. Alors, tout au long du projet, on a créé les besoins du client pour créer, évidemment, l'énoncé de problème. Puis ensuite, on a étalonné des produits qui existent, voir avec qui on compétitionne. Puis ensuite, on a créé 3 concepts. Alors, toutes sortes d'idées folles, des lasers qui pointent aux tiges, des affaires comme ça. Puis on est arrivé à un dernier concept que, selon nous, est vraiment le meilleur concept, qui, selon nous, réalise vraiment la vision du client par rapport à vraiment ce qu'il voulait. Alors, je vais vous montrer ce concept tout de suite. Alors, c'est un concept complètement digital. Il s'appelle GyroTrace parce que, justement, il utilise un système de gyroscopie pour faire les mesures. Alors, c'est plutôt simple. On a une application sur téléphone intelligent. Un instant, je vais recommencer mon share screen ici. Tous les membres de la police d'Ottawa ont un téléphone Android de leur travail. Alors, on a créé une application ici que je montre sur mon écran. Alors, tout simplement, vous pouvez ouvrir le dispositif avec l'interrupteur derrière. Alors, vous pouvez voir ici, ça c'est la lumière qui montre que le gyroscope est en marche. Ici, je vais aller dans mes paramètres, je vais faire un scan. Ça montre ici que j'ai 3 appareils trouvés. Puis ensuite, ici, le GyroTrace, je peux le sélectionner. Alors, ici, dans cette page, on montre juste un exemple de ce que le senseur est en train de lire. Si je retourne ici, par exemple, je peux aller dans le mode de prise de photo, dans lequel je peux prendre une photo. Puis on va voir comment ça fonctionne à travers mon laptop. Parfait, voilà. Et avec ma photo, en bas à gauche, j'ai les mesures qui sont prises par le senseur. En haut à droite ici, je peux mettre l'identifiant du trou de balle de fusil dans le mur. Alors ici, ça ne fonctionne pas très bien avec mon téléphone ici, là, mais avec mon laptop. Je pourrais mettre l'identifiant, puis j'ai la date ici. Ensuite, je peux toujours recalibrer mon outil avec ce petit bouton ici. Puis ensuite, je peux sauvegarder la photo avec les mesures qui sont prises par justement le senseur ici. Merci Simon, il va falloir que je te coupe là. Pas de problème. Alors voilà, si vous avez des questions. Donc la caméra est dedans, le prototype, c'est ça? Non, c'est ça, la caméra est dans le téléphone. Oui. Donc c'est pourquoi la caméra... Oui. C'est quoi l'interaction entre la caméra puis le prototype? Alors, le client, je vais fermer ça ici. Là. Alors, justement, le client, quand ils prennent des mesures, ils veulent prendre des photos du setup qu'ils font.
c'est-à-dire avec la tige de mesure qui sont dans un mur, par exemple. Alors, ils prennent des photos puis ils utilisent ça quand ils amènent ça en cours pour débattre essentiellement. Là, Donc, ils prennent genre un selfie, ils tiennent essentiellement ton instrument de mesure, ils prennent un selfie avec la patente dans le mur, puis tu as les mesures digitales. Pas forcément, pas nécessairement un selfie, c'est plutôt juste comme une photo du setup, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être dans la photo. C'est juste pour montrer comme le mur avec comme l'impact et des affaires comme ça. Alors, ça fait une bonne référence également quand ils veulent comparer les mesures qu'ils ont prises par la suite. OK, sure. J'aime le concept qui est sur la tige qui s'en va dans le mur. C'est quoi la pesanteur de ton prototype en termes... Parce que dans les autres cas, la tige est lousse. Ici, la tige a besoin de supporter ton prototype. Absolument, oui. Fait que le prototype, en fait, il est plutôt léger. Je dirais à peu près 150-200 grammes. Mais ce n'est pas vraiment un problème parce que les mesures, comme la photo est prise loin de l'impact, par exemple, dans le mur. Puis là, ensuite, l'outil peut être tenu en place pendant que la photo est sauvée sur le téléphone. Alors, ici, il y a des courbes ici pour l'ergonomie, juste pour tenir le prototype en place. Puis là, ils peuvent tenir la tige avec l'outil de mesure en même temps. Alors, comme ça, le poids de l'outil ne fait pas plier la tige. Donc, vraiment, je lâche jamais le prototype. Je lâche jamais l'objet. J'ai besoin de toujours l'avoir dans ma main. Quand vous sauvez la mesure, oui. OK. Je suis vraiment curieux en termes de prix. Oui. Est-ce qu'on est encore autour? Parce que tu as beaucoup de sensors dans ton système. Oui, c'est vraiment super avec la technologie et tout. Là. Les électroniques de même, c'est vraiment pas cher. Je crois qu'au total, ce prototype ici était 60 $. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour clarifier, l'outil, elle va sur le bâton ou elle va directement dans le mur? Sur le bâton, oui. Puis on a pris, c'est ça, quand il y a des trous de balles qui sont plus grands que 0.22, qui est vraiment la plus petite tige qu'ils utilisent, normalement, ils utilisent des adapteurs c'est comme des adapteurs coniques qui mettent des deux bords, si c'est un double impact, par exemple, là, juste pour tenir la tige en place. Alors, on a vraiment pris cette idée-là là, à mettre un interface conique en avant. Puis ensuite, ils peuvent toujours, si jamais le trou de balle est plus grand, ils peuvent toujours l'avancer vers le mur. Moi, j'ai une couple de questions, Simon. Première question, c'est évidemment, ça peut tourner autour de la tige. Est-ce que ça fait une différence dans quelle orientation le dispositif? Non, c'est ça. Fait que le senseur, notre microprocesseur fait les calculs nécessaires pour transformer la mesure sur ces deux axes-là, bien, sur les trois axes en fait, là, pour le ramener à un système de référence qui est par rapport au mur, c'est-à-dire la calibration qu'il y a dans l'application, là, que je montrais avec le petit niveau à bulle. Ça, c'est vraiment pour aller chercher la référence du mur. Puis là, ensuite, ça mesure de gauche à droite par rapport au mur. Puis là, ensuite, de haut en bas par rapport à l'horizon. Mais ça c'est la partie que je ne comprends pas. Donc, y a-t-il quelque chose qui mesure le mur? Parce que tu as dit que c'est un gyroscope. Ça, c'est pas juste par rapport à la gravité? Oui, c'est ça. Fait que il y a un plan qui est créé pour l'angle par rapport à l'horizon. Puis là, ensuite, il y a une troisième référence qui est vraiment comme le mur que je prends. Ça, c'est vraiment ça, c'est mon Z, par exemple. Fait que je peux changer mon Z de gauche à droite comme ça. Puis je prends ma référence, mon mur comme étant la référence, par exemple. Puis là, ensuite, je peux ramener puis aller prendre des photos, des mesures à partir de ça. Est-ce que tu supposes que le mur est d'aplomb? Le client n'était pas super concerné. Ben, comme la gravité est encore utilisée pour calibrer les deux autres axes, quand on prend le mur comme référence, par exemple,
Alors, le Z n'est pas autant affecté qu'il serait si on le prenait de même. Là. Ou est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'on a besoin de calibrer sur notre plan Z, par exemple, à chaque fois? Comme au début, il doit y avoir une calibration. Oui, on c'est n'a ça. pas vu? C'est ça, exactement. Fait que c'est quand vous prenez, comme si quand vous mettez votre rapporteur contre le mur, par exemple, juste pour prendre l'angle de gauche à droite, par exemple. Là. C'est ça, c'est la même idée. C'est essentiellement, vous mettez les deux surfaces courbes ici contre le mur ou contre la surface. Puis là, vous cliquez sur le bouton calibration, vous attendez un peu que la calibration se termine. Puis là, ensuite, vous pouvez aller prendre vos mesures. OK, merci Simon. Ça, c'est tout le temps qu'on a. On va passer à la prochaine équipe. Parfait, merci à vous. FB12. Alors, j'espère que vous pouvez voir mon écran en ce moment. Et je vais commencer. Bonjour, chers juges et autres invités ici. Je me présente, je suis Ryan, je représente l'équipe FB12 qui est composée de Brian, Sammy, moi-même et Tyler. Et notre projet d'abord. On a été approché par notre client Daniel Deschamps pour lui créer un produit qui simplifie la tâche de prendre la mesure des angles. Il est expert en reconstruction des fusillades. Nous avons inventé ce produit puisqu'en ayant des discussions et des rencontres avec le client, nous avons réalisé qu'il arriverait plusieurs policiers afin de prendre la mesure de juste un. Donc, environ 3 personnes. Notre but était de réduire cela à 1 personne. De plus, il fallait plusieurs rapporteurs et plusieurs autres outils nécessaires et de l'expérience afin de prendre la mesure. De plus, il va augmenter la précision. La précision, en ce moment, qu'il avait avec la méthode courante qu'il utilise, est de plus ou moins 5 degrés. Notre objectif était d'augmenter la précision à plus ou moins 2 degrés. Voici juste quelques photos de notre prototype de notre produit final. Là en bas, vous allez voir que vous avez un outil pour la mesure dans le vertical et la deuxième photo est l'outil horizontal. Nous avons séparé les deux outils afin d'augmenter la précision et simplifier la tâche d'utilisation. La précision pour notre angle vertical est de plus ou moins 1 degré avec une moyenne sur 20 tests être de 0,725 degrés. Et pour l'horizontale, notre précision est d'environ plus ou moins 2 degrés avec une moyenne de 20 tests de 0,74. Si vous regardez à mon écran, à ma vidéo, je vais vous montrer une courte démonstration. Donc, j'ai déjà le tige dans le mur qui passe par par le trou que la balle a fait. Nous prenons notre outil pour la mesure d'angle vertical et nous l'insérons sur la tige en utilisant les crochets. Et la gravité fait le travail pour nous déterminer l'angle en utilisant une petite flèche accrochée à un rapporteur à un point de pivot exactement au centre. Ensuite, il est possible de juste enlever le premier rapporteur, coller une plaque de métal au mur si la surface n'est pas aimantée avec un ruban gommé, ajouter notre base pour l'outil horizontal et en utilisant les niveaux à bulles que nous avons insérés dedans et les écrous, on est capable de le mettre parfaitement au niveau. Ensuite, on ajoute un rapporteur d'angle par-dessus qui contient une flèche pour l'aligner avec le côté de la tige et on utilise un plomb comme qu'il utilise déjà et on l'accroche à la tige avec le crochet que nous avons mis dessus. De cette manière, il est très facile de déterminer l'angle vertical et horizontal en environ 2 minutes avec un policier qui peut ensuite prendre la photo. Si vous avez des questions, je suis maintenant ouvert à les répondre. Peux-tu juste merci. Merci, j'apprécie que vous êtes resté dans le temps. Question. Est-ce que tu peux juste me montrer encore comment que tu l'affixes au mur? Est-ce que j'ai besoin de faire des trous pour mes écrous? Non, alors, au mur, on a tout simplement collé une plaque en métal avec du ruban adhésif. Donc, c'est une petite plaque en métal. Et nous avons simplement utilisé en anglais du packing tape. Alors, ça cause très, très peu de dommages à la surface. Et le prototype vertical, il fait juste glisser sur la tige. Et il pèse presque rien, donc il ne bouge pas la tige. Et c'est ça, donc tu as ta plaque de métal, puis il y a un aimant sur le rapporteur horizontal, a un aimant en arrière. Exactement, OK. Oui, sur notre base, on a notre base ici avec les écrous pour ajuster et des aimants en arrière.
Donc, même si la surface n'est pas métallique, elle peut être collée. Et c'est toujours le cas où que le bâton va rester dans le mur et il va être capable de soutenir l'outil tant quel? Comme mettons que c'est une fusillade puis c'est dans une porte de char, mais ça a juste fait un dent. Tu n'es pas capable de mettre un bâton pour être capable de mesurer l'angle. Tu ferais quoi dans cette situation-là? Si ça fait encore un dent, notre client Daniel nous a expliqué qu'ils mettent quand même un bâton. Ils font juste la peser à l'intérieur. Et donc, tu peux quand même accrocher l'autre rapporteur d'angle sur la tige, mais il faudrait juste la tenir par contre. Alors, il vous faudrait 2 policiers dans ce cas-là. Donc, d'après dans la présentation, j'ai vu qu'il pouvait mesurer des calibres de 22 à 45. Puis dans le cas où c'est plus gros, il utilise un adapteur. Est-ce que c'est possible que le bâton soit lousse? Ou même quand le fusil, quand le bullet frappe le mur, ça fait-tu pas comme un peu une explosion? Puis, ou est-ce que le trou il est vraiment comme la grosseur du bullet? Ça dépend du cas. Alors, si c'est une différente grandeur, il utilise la même tige, il utilise les cônes pour la tenir. Et si la tige n'est pas assez stable avec les cônes pour tenir le rapporteur d'angle, il faudrait quand même quelqu'un juste pour la stabiliser. Donc, juste tenir les côtés afin de s'assurer que rien n'est bougé. Alors, au besoin, il faut toujours ajouter un morceau de stabilité. Mais si c'est surtout du drywall ou s'il y a une bague qui passe directement à travers et que la tige peut être tenue assez stable, notre méthode fonctionne très bien. D'autres questions? Oui, merci beaucoup, Ryan. On va passer à la prochaine équipe, qui est FB14. Ok, vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Bonjour à tous. Nous sommes le groupe FP14 et nous allons vous présenter notre conception appelée rapporteur balistique. Donc, dans le sommaire, nous allons vous présenter l'introduction, la démonstration, puis la conclusion. Avant tout, nous devons d'abord vous mettre dans le contexte et il faudrait savoir qu'on conçoit un appareil qui mesure l'angle de tir horizontalement et verticalement avec une précision et facile à utiliser. Pourquoi? Parce que la mesure d'angle est d'une importance capitale dans la reconstruction des scènes. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est avec un outil de calcul de l'angle vertical et horizontal qui est capable d'être utilisé avec une seule main et qui a une très grande précision pour que la police criminelle, dans l'analyse balistique des scènes de crime, puisse mesurer les angles d'impact créés par les balles pour identifier la provenance des projectiles. Donc, voici à quoi ressemble notre produit. Nous avons notre rapporteur qui est muni d'une jauge d'angle numérique. Cette jauge d'angle numérique est d'une grande précision, comme ça le montre avec le rapporteur superposé. Il y a un niveau à bulle pour une grande précision de l'angle horizontal et il y a la jauge d'angle numérique qui se trouve juste au-dessus pour la mesure de l'angle vertical. Donc, je vais passer la parole à Ivan qui va nous présenter le prototype en live, puis nous allons vous montrer une vidéo. Bonjour. Ici est notre prototype final. Comme vous pouvez le voir, nous avons les graduations et le système coulissant qui est là, qui permet à ce que la tige puisse se déplacer horizontalement. Et comme vous pouvez le voir, c'est très précis. Mais dû au confinement, le makerspace était fermé. Nous n'avons pas pu imprimer certaines pièces. Et nous allons vous montrer une courte vidéo qui explique comment on mesure l'angle. Carl? OK.
Notre rapporteur balistique est composé d'un rapporteur horizontal en MDF auquel nous avons rajouté une plaque inférieure verticale afin d'augmenter la surface de contact entre l'outil de mesure et la surface sur laquelle nous voulons mesurer l'angle pour assurer la stabilité de l'outil de mesure. Nous avons également rajouté un niveau à bulle qui nous assure que l'outil est bien placé par rapport aux deux plans. Je vous laisse donc visionner le reste de la vidéo. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion. Malheureusement, il va falloir que je vous arrête là. Merci beaucoup. OK, d'accord. Question? J'ai remarqué dans votre vidéo que le bâton ne s'alignait pas nécessairement avec la mesure. Là. Comment est-ce que vous faites en sorte que comme le bâton il est parfaitement aligné avec l'angle de mesure de votre prototype? Oui, en fait, il faut juste s'assurer que le bâton, la base du bâton est au zéro du rapporteur et puis s'assurer que la règle verticale est parallèle au bâton. Et selon les règles de la géométrie, lorsque la règle verticale est parallèle au bâton, vous obtenez directement l'angle. C'est juste mon souci, c'est vraiment que, mettons que le bâton est passé un certain angle, mais vous êtes contre le mur, ben votre règle, ça ne peut pas aller plus qu'un certain angle. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. En fait, la règle, elle est comme ça. Il y a deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. En fait, elles sont superposées comme ça, en fait. Et il y a cette partie qui est plus avancée que l'autre. Donc, il y aura forcément celui qui est comme ça, qui ne va pas toucher le bâton. Il faut juste que ce soit parallèle. Mais la mesure de l'angle vertical sera parfaite et la mesure de l'angle horizontal aussi. Donc, c'est juste de la géométrie. Okay. En termes de matériaux, je réalise que vous avez fait le prototype en MDF. Est-ce que c'est le matériau idéal ou est-ce que vous... C'est quoi le matériau que vous utiliserez pour une production en masse? On a utilisé le MDF parce que c'est à cause de l'impression laser, au fait. Il n'y avait que deux matériaux disponibles. Il y avait l'acrylique et il y avait ça. Et nous avons préféré ça parce que c'est un peu plus léger et que c'est facile à utiliser, en fait. On peut l'ajuster facilement. Donc, ça serait quand même le matériel de choix pour le produire en masse? Oui. Sauf si on trouve un autre matériel disponible pour l'impression laser, mais c'est un très bon matériel, en fait, un matériau. Et en termes de poids, parce que je regardais ça, j'imagine que tu as toujours besoin de le tenir dans une main. Donc, peut-être prendre la photo, c'est un peu difficile. Comment est-ce que ça pèse? Ah oui. 0,5 kg. Combien? Excuse. Excuse. C'est à 0,5 kg. OK. Voilà. Mais donc, est-ce que c'est quand même vraiment une personne qui va être capable de l'utiliser et prendre la photo? Oui. Ou est-ce que tu as quand même besoin de deux mains pour le manipuler? On a besoin d'une personne, donc de deux mains. On a toujours une alternative de mettre des aimants
derrière ou des ventouses, mais on a eu peur de modifier certaines choses géométriquement, donc on a préféré tenir comme ça, puis ajuster, puis prendre la photo. Donc, on a juste besoin d'une seule personne pour le faire. Donc, c'est assez facile à utiliser. Et aussi, je voudrais rajouter que comme la tige reste vraiment en place, après avoir mesuré vos angles, vous pouvez juste retirer l'outil et puis prendre les mesures après, sans prendre la photo quand vous prenez les mesures. Parfait. Excellent, merci. Donc, une dernière présentation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Je pense que c'est FP16, si je ne me trompe pas. Bonjour. C'est ça, FP16. Bonjour, Philippe. Vous voyez bien mon écran? Oui. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, nous sommes l'équipe FB16 et aujourd'hui, nous allons vous parler sur le sujet de la conception d'un dispositif capable de calculer de façon précise des angles de trajectoire dus à des impacts de balles sur une scène de fusillade. Donc, l'équipe a conçu pour toute personne travaillant dans la section de l'identité judiciaire et expert en reconstruction de fusillade un dispositif de calcul d'angle de trajectoire plus simple, précis et cohérent et facile à utiliser. Donc, notre agenda, ça va être, on va vous expliquer un peu la forme que la boîtier prend, les composants électroniques utilisés, l'affichage des données, puis comment le faire fonctionner. Donc, les critères importants que l'équipe a pris en compte pour ce projet, c'était la taille doit être égale ou plus petit à 12 pouces, la masse doit être légère pour qu'une personne puisse l'utiliser. Aussi, une précision pour les deux mesures doit être très précise par rapport à l'origine de où que la balle rentre. Vite fait, je vais vous expliquer les électroniques qu'on a utilisées. Donc, le sensor. Le sensor permettait de frapper, il frappe un objet, donc la tige dans notre cas, puis les ondes, il reçoit dans le sensor. Fait que dans notre cas, on a utilisé tan, étant H l'auteur que le sensor trouve, puis X la position de le sensor tout en constant. Le potentiomètre, on a utilisé aussi un potentiomètre à l'origine qu'on a converti de 0 à 180 degrés. Les précisions de mesure, pour le sensor, on a fait une moyenne de 10 tests, puis on a réalisé que c'était une erreur de 2,61 entre 40 à 70 degrés, puis une erreur de 5 pour tous les autres degrés. Puis pour le potentiomètre qui tourne pour l'angle horizontal, c'était une erreur de 0,5 degrés. Donc, voici un peu le circuit du test du potard. Donc, l'affichage, comme vous pouvez voir sur le LCD, on va voir angle 1, angle 2. Angle 1 étant la position du bâton ici qui tourne par rapport au potentiomètre à l'origine. Puis l'angle 2, c'est le sensor qui va frapper ici. Un peu comment que ça fonctionne, si je vous montre une démonstration du prototype. 2 secondes. Donc, il faut juste l'allumer en arrière. Puis comme vous pouvez voir ici, dépendamment où vous tournez le prototype, l'angle va changer. Puis évidemment, quand ça frappe, l'angle va changer aussi. Donc, merci beaucoup. Merci Philippe, encore une fois. Merci pour avoir resté dans le temps. Question? Donc, quand on dit le sensor qui frappe vers le haut, c'est le bâton. Est-ce qu'on a besoin d'un bâton spécifique? Est-ce qu'on a besoin d'un sensor sur le bâton ou est-ce que... Donc, évidemment, c'est la même tige que le client il va qui utilise. Puis c'est ça, fait que le sensor, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il frappe la tige à une certaine hauteur que ça va être. Puis en utilisant tan θ est égal à Pythagore, on est capable de trouver évidemment l'angle d'inclinaison sur la verticale. Okay. Donc, c'est vraiment juste n'importe quel... Comme ça pourrait être mon doigt, ça va me donner une mesure. Oui, ça pourrait être ton doigt, ça pourrait être n'importe quel objet, mais ça va vraiment te donner l'angle par rapport à la distance que le sensor est situé ici. Fait que ça va vraiment donner... Donc, ton origine, elle a besoin d'être juste en dessous de ton trou pour être capable de donner une bonne mesure. C'est ça. Évidemment, j'ai pas eu assez de temps, mais ici, je voulais faire un petit trou pour que ce soit encore plus proche de l'origine.
comme vous pouvez voir, il y a un huitième qui arrête ici. Fait que, évidemment, comme il va partir de un huitième de distance. Fait que si on pourrait faire comme un petit trou ici, ça irait encore même plus proche de notre origine. Mais c'est ma faute. Donc, il est tenu dans les airs ou il va à terre? Il va être tenu. Ouais, il va être tenu comme à une main, disons. Puis collé contre le mur. Puis là, comme il pourra le bouger contre le mur par rapport à où que la tige. L'équipe, nous, on voulait mettre un laser, il n'est jamais arrivé. Mais évidemment, le laser, il aurait frappé la tige ou le client, ou l'utilisateur, je veux dire, il aurait pu vraiment s'orienter pour savoir exactement, par rapport, comme quand que le laser frappe la tige, il pourrait savoir exactement où orienter le bâton. Donc, comment est-ce que tu sais que tu es allé trop loin avec le bâton quand tu le tiens sur le mur? Y a-tu comme un petit bip ou Ouais, mais c'est ça, évidemment. Comme on voulait mettre un laser qui pointe des airs, exactement où le sensor y est. Il aurait comme dit exactement, OK, quand que tu vois que le laser il a frappé la tige, ben, tu t'arrêteras là, puis c'est là ta mesure que tu la prends. Mais présentement, c'est juste purement visuel. Mais présentement, tu vas le voir ta mesure directement sur l'angle, puisque ça va dire out of range, ou nous, ça donne une mesure de 80 degrés. Quand il n'y a rien qui le touche, tu vas voir 80, puis à un moment donné, tu vas voir, oh, OK, 30, 40, 50, OK, 60 degrés. OK. Ouais. Juste aussi curieux, le coût, j'imagine, il y a beaucoup de sensors, il y a beaucoup de technologie dedans. Le coût, tu te sens confiant que ça va rester en bas de 100 $? Oui, c'était resté en bas de 100 $, actually, parce qu'il y a certains équipements que j'avais déjà chez moi, mais tous les électroniques, ça a dû être commandé. Puis ça a été environ, je dirais, 55 $. OK, mais merci beaucoup à toutes les équipes. C'était des très belles présentations, des solutions. Quand j'ai regardé le problème, je me suis dit, tout le monde va avoir la même solution, mais finalement, vous avez toutes des solutions complètement différentes. C'est toujours vraiment intéressant pour moi. Donc, ce qui se passe pour